Les boys, c'est Clément Lebrun, ancien joueur du Rouge et Or de l'Université Laval des Red Blacks d'Ottawa. Aujourd'hui, on va parler de mon parcours football, on va parler un petit peu de mon entraînement, des forces à l'entraînement. On va parler de la business, un peu du football, on va parler de la position de DT, nose pour être plus précis. DT, ça rentre aussi là-dedans. On va parler de mes expériences personnelles après football aussi. Je vous attends. Aujourd'hui sur le pod, man, je crois que c'est une première. On a 3 anciens teammates, donc moi, Marc et notre boy Clément Lebreu sur le podcast. Clément écoutez, Lebeuf. Clément Lebeuf, si vous savez pas c'est qui, si vous l'avez jamais vu, vous êtes peut-être aveugle parce qu'il est aussi large que moi puis Marc combinés ensemble. Aujourd'hui, hein, beaucoup de choses. On veut parler de beaucoup de choses, de sa carrière universitaire, de sa carrière pro. On veut parler de ses histoires de bench, puis on veut aussi parler de la position la plus underrated au football, selon moi, la position de DT. Exact. Nose pour être plus spécifique. Très underrated. Mais avant de plonger dans le sujet, Clem, tu nous contais une histoire là, juste avant qu'on parte le pod. Oui, faut que tu nous dans le comptes ça. fond, moi, en tant que nose, la force, c'est primordial dans la position. Puis on parlait que je revenais d'une semaine de vacances dans le sud, puis moi, ma force a toujours été squat, bench, je peux vous demander où j'en étais. Puis après 3 semaines de légère brosse dans le sud, on m'a challengé dans le gym local là-bas. Puis j'étais à 41 aux 2 plates. Là. C'était apparu en story, fait qu'il y a du tape de ça qui est circulé. J'ai une coupe d'anciens coéquipiers. On l'a sur tape. On l'a sur tape. Il y a une couple d'anciens coéquipiers qui m'ont contacté. Comme ça n'a pas de sens. Still got Fait it. que, ouais. Je suis encore là, les boys. Je suis encore là. T'as À dit se donner un que- peu, mais je suis encore là. Comment le gars est venu te challenge? Il y avait. C'est où t'étais déjà? J'étais à Punta Cana avec des gars que vous connaissez tous des gars qui ont joué à Laval. D'autres qui Fait sont qu'il y a encore un- actifs dans les Canadiennes. Il y avait Il y a un local qui est arrivé, il t'a vu, puis Exact, il il y s'est avait, dit hey, moi je bench plus que lui. mais Fait c'est que pas un lui, il était local, peut-être finalement, malade. c'est un gars de Vancouver. Puis on s'est comme sniffé il était à l'autre bout du bar, j'étais à l'autre bar, puis là, on est comme 2 gros bonhommes qui ont lock eyes, genre. Il y a un autre chami qui a été froid. Puis là, au bout du bar, c'était hey, toi, tu benches comment? Puis en anglais, bien sûr. Finalement, on s'est challengé à un 2 plate max, puis j'ai pas besoin de vous dire que c'est moi qui ai gagné. Fait que Ben, je suis encore là, man. Je suis encore là. C'est ma force reste encore ma force, fait que je suis content là-dessus. J'espère, man. Tu sais, c'est quoi le... Dans les 3 dernières années, c'est quoi le record au CFL ou NFL Combine? Ça doit peut-être pas être 41. Écoute, c'est dans les 40 quelques, là. Je pense que c'est 45, genre, en affaire de même. Peut-être même il y a un gars qui a battu ça dans la NFL, mais tu sais, moi, les gros que je me rappelle, Phil Gagnon, avec qui qu'on a tous joué en 2015, qui vient de gagner la Coupe Grey, lui, il est dans les 40 quelques. Je pense Byron Archambault qui vient de gagner aussi comme Special Teams Coordinator avec les Alouettes. Lui, Je pense man. aussi il était dans les 40 quelques pour un linebacker, ce qui est encore plus impressionnant. Le gars, il était thick, là. Ouais, exact. C'était pas un petit backer, là. Non, c'est un gros bonhomme, là. Mais je pense que c'est probablement le plus léger à avoir pété le 40, Byron. Mais sinon, Phil Gagnon, je peux me rappeler. Moi, mon combine, j'ai pas été au national, j'étais au regional. On en parlera plus tard, où il m'était arrivé une petite tragédie grecque un peu, là. Je revenais d'une blessure aux pectoraux, puis pendant 1 mois et demi, j'avais pas fait vraiment d'entraînement du haut du corps. J'ai recommencé une semaine avant, puis j'étais à 33. Ouais, mais là, attends un Fait peu. que, C'est quoi une tragédie grecque, Clem? je me suis ACL au regional combine. C'est ça une tragédie grecque? Ben, t'essaieras de faire ACL à un combine, voir tes chances de te faire drafter sont comment. Puis on s'en parlera. Ça arrive. Écoute, pour moi, c'est une tragédie tout court, là. Je comprends pas Exact. pourquoi il faut rentrer un grec là-dedans, là. Ben, c'est parce que c'est vraiment tragique. Ouais. Tragique au carré. Ah, c'est ça. En mode crash économique, là. Exact. Hey, good stuff. On a skippé cette partie-là, mais Clem, fais-nous juste un quick summary pour ceux qui ne sauraient pas t'es qui de comme
pour ceux qui savent pas, on a joué ensemble à VC, t'as été là 1 an sur 2, à Laval, t'as été là 1 an sur 2, toi, t'es un gars que tu joues juste les années paires au football, je pense, les années impaires, t'es pas off, quelque chose de genre. Écoute, ça ressemble un peu à ça. Là. Dans le fond, moi, quand t'es arrivé à Vanier, j'étais à ma 2e année à Vanier. Fait que t'es arrivé en 2012. On s'est mis avant la saison à Team Canada. Yeah. T'es là-dessus, sa photo derrière, là, en quelque part. OK? On s'est mis à Team Canada, édition vainqueur, en passant, contre Team USA. Fait que grosse édition. Il y a beaucoup de gars avec qui on a joué plus tard, universitaires qui sont là-dedans. On s'est mis là. Ensuite, on a gagné ça. On a gagné le Bas d'Or à Vanier en 2012. Moi, j'ai toujours été stressé avec mon avenir financier un peu. Puis le football au Québec, c'est difficile de te projeter dans l'avenir. C'est sûr que récemment, il y a beaucoup de gars qui ont été dans la NFL, ce qui n'était pas nécessairement le cas back in the days. J'avais déjà côtoyé une couple de gars qui avaient joué dans le CFL, puis j'étais comme, mon Dieu, tous ces efforts-là c'était des gars qui avaient un peu de la misère qui étaient un peu perdus après leur carrière puis qui se cherchaient. Fait que moi, j'ai toujours, même si j'avais du talent au football, puis humblement, dans ces années-là, 2012, c'était probablement mon pic de notoriété, là, off de Team Can, off d'un bol d'or. J'étais 6'4", 2'85", de meanest D-line que tu ne peux pas trouver collégial au Québec. À ce moment-là, tu jouais quick en plus. Tu jouais pas juste DT, là. C'était Junior qui jouait. On avait Junior Luke avec nous autres. On était incroyables dans notre tertiaire. On avait des gros gars. Linebacker, il y avait toi, il y avait Jean-Gab, Poulain. Ces années-là, vous étiez stack, man. On était stack. En offensive, on avait Hugo Richard, on avait Alex Savard, Étienne Moisan. Name it, là, on était quand même stack. Puis, fait que moi, même si j'avais le talent que je me projetais dans l'avenir, je me voyais quand même être bon au football. Ça m'a toujours un peu angoissé le côté financier. Fait que j'avais lâché le football pour aller dans la GRC. Pour aller dans la GRC. Puis, durant ce processus-là, j'étais rendu à faire mes tests physiques, je pense que je me trompe pas. J'ai reçu un appel de Glenn Constantin qui, comme, man, faut que tu viennes jouer, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que là, j'ai refait une saison au cégep pour être éligible en 2014. Puis là, après la saison 2014, toi puis moi, Varian, on est rentré à Laval en même temps. En 2014, 2015. J'ai joué 2015. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? En 2014, tu fais partie d'un de mes souvenirs les plus vifs, man. C'est sûr que tu t'en souviens. Quand t'es revenu? Quand je suis revenu, man, de mon STL, je suis revenu à Lévis, man. C'était incroyable. Je te dis, c'est vif, ce souvenir-là, dans ma tête. Pareil! Je revenais pas de maillotche ou un affaire de même en plus? Non, j'étais chill, là. Je revenais de mon STL. T'as fait 3 jeux en 3, juste à toi. T'as fait les 3 tacos de la drive. Ouais, ils m'ont fait commencer à jouer en revenant de la demi. Parce que la première demi, ils avaient fait jouer l'autre, puis moi, j'en revenais comme J'avais manqué les 3 premières games de la saison. Quelque chose de genre, je m'étais déchiré le ménisque. Je m'étais déchiré le ménisque juste avant le camp. Fait que là, j'avais été comme off sur ma rehab d'ACL. J'étais revenu, 3 premiers jeux de la demi, j'avais fait les 3 tacos. Puis je suis revenu au banc, puis là, j'avais juste mon Clément même. Pareil! Il y a juste son nom, man, ça n'a pas de sens. Ça a duré genre 1 minute. Il avait une des meilleures drives que j'ai vues par un joueur défensif. Honnêtement, il a fait la drive à lui tout seul. Il aurait pu tout ça sur le terrain, il a fait les jeux. Ça n'avait pas de sens. Anyways, ça avait pas c'est de comme. Sens. Mais ouais. J'en parle, c'était un vif comme souvenir, ça. Puis après ça, ben, moi aussi, c'était une autre année où on était hyper stacked. Pour vrai, là, c'était calme comme on était stacked. Puis on s'est fait smack contre Lennox aussi en demi-finale, une des pires volées que je mangeais de ma vie. Pas de sens. La pire volée que j'ai pris de ma vie. Ben, ouais, c'est ça, exact. On était hors de field, puis on arrive contre Lennox, bah. Je le répète, c'est la plus grosse humiliation. On s'est fait humilier, là, straight up, ils nous ont battu quelque chose comme 64 à 8. Lennox playoff, man, c'est jamais un given. Ouais. Fait que, anyways, fait que 2014, après ça, 2015 à Laval, Rookie Year avec toi, 2016, Coupe Vanier. Puis là, c'est là que mes problèmes de que je vais faire dans la vie sont revenus me hanter. Ça a re-emerged. Puis ouais, ça a re-emerged, puis je suis parti de là en 2017, puis on en parlera, mais j'ai eu un problème de santé aussi qui quand je regarde en arrière, ça m'a sûrement pas aidé non plus. Fait que ça m'a re-emerged, fait qu'en 2017, je suis parti, puis là, j'étais comme bon, ben, je vais aller dans la construction. Fait que j'ai fait un DEP en électricité pour devenir électricien.
Puis là, en 2017, on connaît toute l'histoire que Laval a perdu contre un de nos anciens coéquipiers, Jean-Gabriel Poulain, qui était à Western. Smack, là. Laval a perdu contre Western. Smack, tu sais, il y a eu un peu de misère en dedans. Nos 2 DT étaient blessés. Il y avait un excellent running game, tout le kit. Fait que moi, j'ai reparlé à Glenn une semaine après. Puis j'étais comme, check, je vais finir mon DEP. Bref, on en parlera plus en détail tantôt, mais je suis revenu pour l'année 2018. Cendrillon, rematch parfait, on pogne. Western en 2018, gagne 2018. Après ça, je me fais drafter. C'est là que, voyons, le Regional Combine était peut-être en mai ou avril 2019, le Combine. Je me suis ACL, je me suis quand même fait drafter étant ACL par les Red Blacks. C'était pas tant une tragédie grecque, là. Ça a bien été finalement. Ouais, finalement, ben, c'est ça, hein. C'est des up and down. C'est pour ça que c'est grec. Puis je me suis fait drafter, puis finalement, ma première saison, ça a été à cause du COVID puis à cause de mon ACL. Ça a été 2021, puis on en parlera plus en détail, mais j'ai quand même pas eu facile de ce niveau-là. Puis en 2022, j'étais au camp des Red Blacks, puis ils m'ont release. Ils m'ont coupé, ça a été un peu la fin de la carrière de football. Pas le fin du training, bien sûr, on se garde en shape un peu, mais ça a été la fin de la carrière de football. Puis là, on coach tous ensemble à Limoilou depuis. Fait que, exact. Grosse carrière en dedans d'ici, puis ouais, up écoute, and down. Je veux qu'on revienne un peu en arrière, là. GRC, j'avais aucune idée. D'où vient l'idée d'aller dans la GRC? Qu'est-ce que tu voulais faire avec ça? Faut savoir, là, j'étais un excellent candidat, surtout quand j'étais plus jeune pour la police. Dans le fond, tous mes chums à Montréal, ou presque, sont dans la police ou ont voulu aller dans la police. OK? C'est un milieu dans lequel je me suis toujours vu, c'est un milieu de boys, c'est un milieu actif, c'est un milieu où tu as des sensations fortes, comme tu peux en avoir dans le sport. C'est un milieu où tu as une certaine camaraderie. C'est un milieu où, tu sais, je veux dire, j'essaie d'être un petit gars propre et bien tenu. Fait que c'est un milieu où il faut que Chris soit propre et bien tenu, tu sais. Tu respectes la loi, tu as des bonnes... des bonnes manières. Des bonnes façons de faire. Tu représentes la société. Exact. Fait que c'est toujours quelque chose qui m'a attiré, tu sais. C'est sûr que la GRC, je le voyais comme un bon avenue parce que tu pouvais voyager. Dans ce temps-là, j'avais pas de blonde. Les payes étaient bonnes. Tu pouvais aller un peu partout. Puis moi, j'étais à cause de Vanier, le bilinguisme, ça me dérange pas tout. Là, fait que j'aimais beaucoup cette avenue-là. Il me semblait finalement, t'as jamais terminé ta formation. Non, c'est tout. J'ai juste comme entamé. J'ai fait un examen, boum, j'étais rendu à faire les tests physiques. Glenn m'appelle, boum. J'ai jamais repris la balle au bon pour ça. Mais t'as fait quoi le reste de l'année en 2013 quand tu jouais pas? Je travaillais puis je traînais. Tu travaillais dans les bars, tu faisais des clés de couette. Ah! Ben, je travaillais dans les bars, puis je travaillais dans un magasin. Okay. Je travaillais chez Cell, je travaillais dans les bars, puis je vendais des guns chez Cell. Fait que, on reste masculin. Fait que c'est ça que je faisais. Puis... Le mec était en train d'assurer son avenir financier en travaillant au Cell dans les bars. Ben oui, mais ça, c'était quand j'étais dans le processus de la GRC. Parce que tu vas pas là tout de suite, là, ça prend 1 an et quelques qui te sélectionne. Puis là, quand Glenn m'a appelé, ben, je travaillais pour payer mes affaires, puis après ça, ramasser un petit pactole pour partir à Québec, parce que j'ai été finir ma session d'hiver. Je l'ai fini à Québec, à Garneau, d'ailleurs. Okay. Pour m'entraîner avec les boys tout l'hiver. Parlant de Glenn, on peut-tu parler de la fameuse histoire de Max qui se fait recruter à Laval, puis que Glenn, il demande d'y envoyer son transcript de notes, ça serait que Big Clem va être éligible. Mais là, moi, je suis pas un exemple à suivre pour les jeunes là-dessus. Là. Tu sais, des fois, j'ai des façons particulières de faire les choses. Fait que, ben, je vais te laisser la raconter, Varin, parce que tu la racontes si bien à chaque fois. Là. Ouais, fait que mon boy Clem se fait recruter par Laval, Glenn veut l'avoir, Clem est content, il est excité, il veut aller à Laval. Ouais. Puis Glenn, ben, il veut s'assurer que Clément est éligible, qu'il passe ses cours, pis tout ça. Fait que Glenn, il demande à Clem, ouais, tu veux-tu m'envoyer ton transcript? Puis Clem, je sais pas ce qu'il faisait dans la journée, mais il était occupé. Fait qu'il peut pas envoyer son transcript à Glenn.
Puis en soirée, à minuit, 1h du matin, 2h du matin, je sais pas trop. 2h du matin, ben Glenn, il reçoit un vidéo. Il reçoit pas un transcript, il reçoit un vidéo de bench de Clément qui fait du bench, puis il écrit « Regarde ça, Glenn, je me tiens en forme. » Puis là, c'est Clément qui rep son bench. That's all you need! Ouais, ben, ce que Glenn dit pas quand il compte cette histoire-là, c'est que dans le email d'avant ou d'après, il y avait mon transcript. C'est sûr, c'est après. C'est sûr, c'est d'après. Parce que t'avais peur de ce qu'elle allait dire en voyant ton transcript. Fait que tu dis, je vais mettre les arguments de mon bord. Technique sandwich, là. Technique sandwich, là. Bench, transcript, squat. Ouais. Squat! Ouais, exact. Ça, c'est les histoires les plus folles. Honnêtement, j'ai jamais rien entendu de ça. J'ai jamais rien entendu. Penses-tu que Glenn, dans son prime, il benchait plus que toi, Clem? Non. Tu as-tu déjà demandé? Hein? Non, mais c'est pas besoin, là. Glenn, mon boy, en a mettons, là, il y a un D-line, man, qui écoute ça, ou tu parles à un D-line qui joue au cégep en ce moment, puis il veut se faire recruter à Laval, man. Il devrait-tu envoyer son tape de bench à... Non. Non, envoie ton transcript, man. Ouais. Make it clean. Envoie ton transcript. Envoie des vidéos de toi qui bougent. Le bench, c'est pas tant important. Tout le monde m'en parle, tu sais. Tout le monde m'en parle parce que c'est impressionnant quand je le fais, là. Mais c'est important pour ton upper body strength, tout, mais comment tu bouges, c'est tellement plus important. Parle-nous de ton fameux training de... Parle-nous de ton training de bench, là. C'est tout le temps le même, là. Tu fais tout le temps la même affaire. Qu'est-ce que tu fais, Clem? Deux plates, une plate, bam, 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 bam. Deux plates, bam, 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 bam. Trois plates, bam, bam, bam. Je suis un gros gars de drop set sur... Puis ça, c'est un principe, on dit que c'est un training de bench, mais c'est un principe que j'applique partout. C'est un principe que j'applique autant si je veux faire des épaules, du dos, des jambes, n'importe où. Je veux vraiment aller choc mon muscle, je veux faire du haut volume. Puis je fais pas ça, je fais ça une fois par training, là, ou même pas. Des fois, je le fais pas dans ma semaine, mais tu peux pas faire ce type d'affaire-là sur un groupe de muscles plusieurs fois dans plusieurs exercices. C'est comme tu as un gros exercice de volume, c'est ça. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je fais des séries normales. Mettons, je vais faire 3 séries de 8 à un certain poids. Puis ma 4e série, je vais augmenter le volume. Je vais augmenter le poids, pardon. Puis là, ben, je vais dropper soit du tiers ou du quart à chaque fois. Fait que, exemple, que je fais des séries de 8, mettons, avec 2 plates au bench, là, mettons, ce qui est plus réaliste pour quelqu'un de collégial, mettons. Fait que tu fais des séries de 8 avec 2 plates. Tes numbers à toi, là, pas quelqu'un de collégial. Non, mais ça, je suis pas ici pour brag, là. Mais non, je suis pas brag, tu nous expliques ce que tu fais. Bon, fait que exact. Fait que, mettons, tu fais 2 plates, tu fais en série de 8. Puis après ça, tu vas aller mettre 2 plates et demi. Puis là, tu vas faire 1 à 4 reps à 2 plates et demi. Généralement, tu vas être plus proche de 2-3. 1 à 4 reps à 2 plates et demi. Puis après ça, tu vas dropper à 1,5. Tu vas maxer. Après ça, tu vas dropper à 1. Tu vas maxer. Puis après ça, tu vas dropper à 1,5. Tu vas maxer. Et tout simplement ça. Fait que tu travailles de la force puis de l'endurance en même temps dans ta série. À la fin de ta série, si tu as fait ça comme il faut, tu fais comme 25-30 reps. Puis tu as fait de la force au début. Moi, c'est comme ça que je progresse. Puis moi, j'augmente jamais mon poids, en fait. Fait que une fois que je fais 8 belles séries, 3 belles séries de 8, pardon, 3 belles séries de 8 à 2 plates, avec un beau drop set, ben, je vais augmenter à des séries de 10 avec 2 plates. Puis là, après ça, je vais faire mon drop set à 2 plates et demi. Quand je vais avoir fait des belles séries de 10 à 2 plates, puis un beau drop set avec mon 2 plates et demi, je vais prendre mon 2 plates et demi, puis je vais recommencer à faire 3 séries de 4. Fait que je vais faire 3 belles... Là, je suis rendu en force. Fait que je vais faire mes 3 belles séries de 4 en force. Puis là, vu que je suis déjà en force, je vais pas augmenter le poids pour mon drop set parce que je suis déjà en force. Ma quatrième série pour mon drop set, je vais rester à 2 plates et demi. Puis quand je suis capable de faire un beau 4-4-4 avec un beau drop set, j'augmente à des séries de 6 avec le même poids, à 2 plates et demi. Sauf que là, vu que je suis à des séries de 6, je peux augmenter mon poids à genre quasiment 3 plates, mettons. Mon drop set. Tu perds pas ton temps avec 2 plates puis 2 plates et demi. C'est quoi tes poids à toi quand tu fais ça, man? En ce moment, je fais des séries de 10 avec 3 plates et demi. Ah, c'est plus 4 plaques? Non, je n'ai jamais fait des séries de 10 avec 4 plates. Jamais. Non. Jamais. Ça n'a pas de sens. Ouais. Mais comme, tout ça pour nous dire au final que tu penses pas que le bench est si important pour un D-lineman? Pas pour un... Non, mais non, c'est pas...
c'est très important. Tu veux développer, tu sais, un D-lineman, là, tu veux toujours garder ta distance, tu veux toujours être en extension, tu veux vraiment être capable de créer une séparation en tout temps. Fait que le bench, je veux dire, c'est un excellent exercice pour ça. Même si tes épaules sont des fois plus travaillées dépendamment de tes angles, des fois t'es on the side, c'est pas directement une poussée qui est face à toi, mais plus sur le côté, ben tes triceps sont engagés. Tu sais, tout mouvement qui est développé pour un D-line, c'est primordial. Tu sais. Autant de l'explosion des jambes que tout mouvement développé pour un D-line est essentiel. Mais tu sais, c'est comme un peu une farce, là, Clément, puis son bench, puis tout, mais il y a d'autres choses plus importantes que ça. Mais c'est sûr que si tu veux te rendre loin, ça te prend un minimum de force. Tu sais, dépendamment, c'est où aussi ta position. Tu sais, si t'es nose ou t'es DT, t'as pas le choix d'en avoir un pas pire, tu sais. Si t'es DN, ben, tu peux t'en sauver avec moins. Mais tu sais, mettons un DN qui joue pro, qui bench pas 20 fois, 2 plays, c'est tough. Tu sais, il peut se faire brasser pas mal, là, tu sais. C'est un indicateur global, général. Il y a d'autres choses que ça, là. C'est pas la chose qui veut dire que tu vas avoir du succès, c'est juste que si tu fais pas ça, ben probablement qu'overall, t'es pas assez fort. Exact. Puis tu sais, à the end of the day, là, les scouts pro, là, ce qu'ils checkent, là, c'est des chiffres parce que même si tu as du talent, si tu cours un fucking 4-9 puis il y a un corner qui joue en même position que toi qui court un 4-5, ben ça va être le gars 4-5, tu sais. Parce que les autres, ils se disent on va être capable de coacher au collégial et au universitaire, ils étaient peut-être pas si bien coachés que ça, nous autres, on va être capable de coacher. Puis c'est la même affaire pour les positions de force comme au line, D-line, tu sais, je veux dire, si t'as un D-line qui bench 38 fois 2 plates, puis t'as le choix entre un autre DT qui en bench 16 fois, tu regardes sur papier, ils sont quasiment pareils, mais tu vas prendre celui qui est un gym rat, là, parce que à chaque fois que tu montes d'échelon, c'est un autre level, là, c'est un autre niveau de difficulté, fait que tu veux le gars qui est en shape physiquement, tu sais. C'est toujours des trucs pour te démarquer, fait que tu sais, moins de collégial universitaire, là, je veux dire, universitaire, ils ne checkent pas ton bench, là. Mais mettons les gars universitaires qui veulent aller pro, moi, ce qui m'a le plus surpris pro, c'est qu'on pense que les gars, c'est des têtes de football puis des bons évaluateurs, puis il y en a des bons évaluateurs, mais la réalité, c'est que les scouts, là, sont pas tant bons évaluateurs. Puis il y a bien des coachs qui sont pas tant bons coachs. Puis ils savent pas nécessairement reconnaître ou différencier le talent. Fait que c'est pour ça qu'il y a énormément de tests puis de measurables. Parce que sans savoir reconnaître le talent, ils veulent être capables de mesurer ce qu'ils n'ont pas le talent de reconnaître. Ils vont se baser sur les metrics parce qu'ils ont pas l'œil pour checker le tape et voir le potentiel d'un gars. Il y en a qui l'ont, là, don't get me wrong. Je suis pas en train de dire que les coachs pro sont dégueulasses, c'est pas ça que je dis. Mais c'est juste que quand tu as les chiffres à côté de toi pour justifier ta décision en tant que scout puis en tant que GM, c'est crissement plus facile. Fait que tu veux mettre ces chiffres-là de ton bord pour te rendre attractive comme produit, tu sais. Eux autres, c'est comme s'ils tradaient des stocks. Tu sais, un stock que la compagnie est dans la toilette, n'a pas beaucoup de revenus, puis il y a beaucoup de dettes, GM n'en veut pas, là. Un stock attractive qui performe, qui a beaucoup de ventes, qu'il n'y a pas beaucoup de dettes ses books, qui est capable d'aller chercher du leverage, ben, c'est des measurables que justement, c'est des trucs sur papier, là. Exact. C'est des arguments que tu mets ton bord. C'est le même principe pour les GM. Fait qu'un gars qui a des chiffres incroyables, qui a des measurables incroyables, c'est vraiment attractive, même s'il n'y a pas tant de tape que ça. Mais le tape est quand même important. Puis moi, c'est ce qui m'a tué d'ailleurs, en passant. Là, on en parlera plus en détail tantôt. Qu'est-ce qu'ils missent? C'est quoi que les scouts et les GM missent qui ne se mesurent pas? C'est quoi l'élément qu'ils ne sont pas capables de cerner? C'est eux que tu parles, là. Mais tu sais, mettons, tu vas parler comme un Tom Brady. Tu sais, Tom Brady, il avait pas les measurables, mais à chaque fois qu'il touchait le terrain à Michigan, il gagnait des games, puis il avait un football IQ incroyable. Tu sais. Ça, ils mettent pas nécessairement. Il y a tellement de gars qui vont pas nécessairement mettre le temps puis de vraiment comprendre le joueur. Tu sais, un joueur qui va performer bien dans ses measurables, qui va ouvrir les yeux, là, ils vont mettre du temps dessus. Tandis qu'un joueur il est peut-être plus talentueux, mais qui performe moins bien les measurables, ben, ils vont moins mettre de temps dessus pour aller bien l'évaluer parce qu'il y a tellement de gars. Fait que dans le fond, c'est beaucoup de marketing, c'est beaucoup de vente. Faut vraiment que tu te vendes, faut vraiment que tu aies des bons chiffres parce qu'il en manque plein. Puis tu sais, des coachs, tu sais, comme
mettons si on prend l'exemple de la Ligue canadienne, il y a beaucoup de Canadiens qui vont avoir accès à la Ligue canadienne de football parce qu'ils sont bons ces unités spéciales. Okay? C'est la réalité du sport, puis c'est la réalité de la Ligue. Ben, un coach, toi, si t'es running back, mais tu joues ces special teams, ton coach running back américain qui a jamais coaché les teams, là, il en a aucune idée là, c'est comment ça se passe ces teams canadiens. Là. Fait que les gars, ils ont pas le temps de checker ton tape. T'sais, si tu fais pas un bon highlight, ou t'es pas un des top prospects annoncés par tous les sites, ils vont aller checker ton tape un petit peu, mais pas plus que ça. Là. Fait que t'as bien les gars qui show up dans un camp CFL, puis ils sont talentueux, mais comme ils ont pas eu les measurables, ils sont pas fait drafter haut, fait que ça te look bad des garder, fait qu'ils coupent. Des fois, c'est une game de ça aussi. Là. Question d'ego un peu qui se fait de hey, là, j'ai fait un move, faut shooter. C'est beaucoup une ligue, puis c'est normal, toutes les ligues sont comme ça, tu sais. Combien t'es payé va garantir un peu le rendement, ta place sur ta place dans l'équipe. Sur le terrain, exact. C'est sûr qu'il faut que tu amènes le rendement avec ta paye parce que ils vont te couper pour un autre. Mais tu sais, à cause de la COVID, il y a eu beaucoup de gars qui ont été draftés sans avoir eu l'occasion de jouer et de jouer des games pre-season, qui n'ont pas eu le temps de montrer ce qu'ils étaient capables de faire. Puis qui n'étaient pas payés, puis ils ont juste été coupés. Comme moi, si vous voulez qu'on en parle maintenant de mon expérience pro. Ouais, c'est là je m'en allais. Toi, qu'est-ce qui t'a manqué? Pourquoi tu as été coupé moi, les Red Blacks? Ce qui m'a manqué, c'est que moi, j'ai été drafté avec un ACL, que je me suis ACL au Regional Combine. Puis un des plus gros agents de la CFL, il y a au-dessus d'une centaine de gars actifs. Sous lui, il était venu me voir, il m'a dit, man, c'est sûr que tu étais invité au National. Il y a plein de gars qui me disaient que j'aurais été invité au National genre, parce que le Regional, comment ça marche, c'est que les gars qui sont invités là, ils vont en prendre quelques-uns pour l'inviter au National parce qu'ils performent bien les measurables. Parce que moi, les measurables, j'étais bon. En plus, j'étais en shape, j'étais descendu en bas de 300 livres la première fois depuis un crise de bout. J'étais 2,99. Puis j'avais bien performé. Puis malheureusement, je me suis ACL. Fait que là, quand je me suis drafté ACL l'année 2019, j'ai manqué l'année 2019. Puis là, je te fais une parenthèse. Moi, j'ai arrêté 2 ans à l'école. Fait que j'aurais pu être drafté 1 ou 2 années plus tôt si j'avais resté à l'école. Fait qu'imagine. Fait que je me suis drafté en 2019. Puis là, rappelle-toi, puis là, on n'a pas parlé de ma carrière universitaire tant que ça, mais 2017, j'étais pas là, fait que j'ai pas de tape. 2018, il m'est arrivé un problème de santé, j'ai été hospitalisé, j'ai manqué 5 ou 6 semaines dans la saison. Fait qu'à part la Coupe Vanier, j'ai genre pas de tape. Okay? Mais j'ai été drafté pareil. Parce que, bon, j'avais un certain nom, j'avais un certain talent, puis juste à cause de la Coupe Vanier 2018, que j'ai quand même bien joué, j'ai quelqu'un qui a vu du talent, puis mes measurables étaient là, fait qu'ils m'ont drafté. Fait que là, j'ai pas de tape vraiment. Je manque l'année 2019 avec mon ACL. Je manque l'année 2020 avec le COVID. Là, j'ai pas de tape. Mes coachs se font tous foutre à la porte. OK? Il reste juste le GM. OK? Puis là, j'arrive à l'année 2021, il reste juste le GM qui m'a repêché, puis le monde ne le savent peut-être pas. Mais pro, là, c'est pas vraiment les coachs qui décident qui joue. Ben, c'est le GM qui décide qui joue. C'est le GM qui donne une équipe au coach, puis il est comme coach là. OK? Sauf que là, vu qu'il a engagé un nouveau personnel de coach au grand complet, nouveau head coach, nouveau coach de D-line puis tout, ben eux autres, quand c'est ta première année que tu te fais engager avec un nouveau staff, le GM, il les laisse faire un peu, parce qu'ils les ont engagés pour une raison, ils les ont engagés parce qu'il y avait un plan. Fait que là, moi, j'arrive là-bas, mon nouveau coach de D-line, qui avait coaché avant aux Argonauts de Toronto, il a amené à l'intérieur, il a amené 2 de ses anciens gars de Toronto qui sont ses boys. Okay? Dont un, Cléon Lang, qui, à l'époque, c'était le D-line canadien le mieux payé de la ligue. Fait que le gars qui est à mon spot, puis moi, je peux pas jouer ses teams. C'est difficile pour un Canadien de rester dans une équipe si tu joues pas ses unités spéciales. Okay? Fait que le gars qui est à mon spot, c'est le mieux payé de la ligue. Puis tantôt, on l'a dit, s'ils te payent, ils te font jouer, parce qu'ils ont l'air tata de te payer un certain montant s'ils te font pas jouer. Fait que déjà là, je suis comme, Chris, OK. Puis, fait que là, mon rôle, moi, en tant que recrue, ça aurait été d'être d'être dans la rotation, puis d'être un extra D-line, c'est heavy package. Okay? Sauf que là, vu que moi, là, j'ai pas joué 2019, j'ai pas joué 2020, eux autres, là, ils ont une business à runner. Là. Clément Lebreu qui sort d'un CL, qui fait 2 ans qu'ils n'ont pas joué, là, ils en ont rien à casser, c'est qui, là?
genre, on sait pas si on peut le truster encore, on l'a pas vu jouer un snap de football pour nous autres. Fait qu'ils sont allés signer un gars, un Canadien, qui a joué 6 ans à la NFL, OK? Je sais pas pourquoi son nom m'échappe là, dans le moment, là, mais Stephen Charles, OK? Ils ont signé Stephen Charles qui a joué genre 6 ou 7 ans à la NFL. Puis, un des seuls gars dans ma vie que j'ai vu, j'ai fait comme tabarnak, il est énorme, là. OK? Gros gars, gros nose qui est. Plus gros que Clément? Ah, il est gigantesque, là. Gigantesque. OK? Puis un gars qui mon rôle que j'aurais pu jouer, d'être l'extra D-line sur les heavy packages, d'être en rotation, finalement, c'est lui qui l'a joué. Parce qu'il ne savait pas s'il pouvait me faire confiance ou pas. Ce qui est extrêmement important dans une équipe encore plus professionnelle. Fait qu'ils ont pris quelqu'un qui arrivait de la NFL. Moi, j'ai le D-line canadien le mieux payé devant moi, puis j'ai le gars qui a joué 6 ans à la NFL. Fait que cette année-là, tu comprendras, j'ai été dress in game. Fait que cette année-là, j'ai été dress in game, puis la deuxième année, ma deuxième vraie année pro, mon deuxième camp. Avant le camp, je parle dans l'off-season au GM, parce que, non, c'est pas vrai, pas au GM, parce que mon GM s'est fait crisser dehors. Fait que là, tout le monde qui m'ont pêché, ils sont tous plus là. Okay. Fait que je parle au head coach, parce qu'il n'y a pas encore de GM. Là, je suis comme, ouais, qu'est-ce que tu cherches, là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment, tu sais, c'est quoi tu cherches à ma position? Pis tout. Ils disent, ouais, on cherche un Américain, là. On cherche un Américain. Là, je suis comme, ah, OK. Nice. Là, je parle à mon DC. Mon DC est comme, ouais, on cherche un genre de. On cherche plus vraiment un DT puis un nose, genre. On cherche vraiment comme 2 tackles, là, comme 2,75. Là, je suis comme, OK, fait que pas moins, là. Genre, OK, good. Moi, je suis genre 3,15. Fait que je suis comme, OK, good. Fait que là, moi, toute l'off-season, j'ai dit, fuck them, je vais revenir à mon jeu de back then, de agile. Puis j'ai travaillé toute l'off-season avec Glenn, avec Vince Day. J'ai couru avec mon chum Marco Dubois. On a travaillé avec tous les gars qui sont à Québec qui jouent pro, là, Adam, toute l'équipe. Puis vraiment travailler sur ma mobilité. Quand je suis arrivé au camp, man, j'étais mobile. Les coachs, c'était comme tabarnouche, on savait pas que t'étais de même. Le nouveau GM, il me grab dans le crowd, il a fait, yo, man, continue, vous, on n'a pas dit que tu bougeais de même, man, tu le dead, là. Puis ça, c'est gros parce que dans un camp, genre, il y a fucking 100 gars, puis le GM, il sait d'avance la moitié des gars qui vont le couper, là. Puis c'est comme, c'est chien dans chien, puis des fois, quand il sait que t'es un con, il passe à côté de toi, mais il te parle même pas, là. Fait que là, ça commence. Boum. C'était gros, ça voulait dire de quoi, là? Ça voulait dire de quoi, man? Puis, écoute, j'ai été obligé de faire le rookie camp parce que j'avais juste une game de jouer l'année d'avant. Fait que imagine-toi, j'ai été drafté en 2019, on est dans le camp 2022, je fais le rookie camp. Je te dire à quel point. Fait que là, j'ai fait le rookie camp, c'est là que j'ai défoncé. Les 3 premières pratiques, 2 fois, mon clip, il est là, genre, dans le meeting de defense, il fait des highlights de la journée. Puis il y a comme 3 ou 4 clips. 2 fois, mon clip, il est là. Le head coach qui est là présentement, qui était le special teams coordinator, il vient me voir. Il est comme, yo, man, j'ai checké tes one-on-one. Enfin, c'est ça, pro. Le pro, là, il check tout. Tout. Le special teams coordinator, il check tes one-on-one, là. Même si t'es D-line. Si on a une scène, tu joues bien, continue de même. Là, faire une petite parenthèse, j'ai oublié de dire, on a un nouveau coach de D-line. On n'a pas le coach de D-line de l'ancien Toronto. On a un nouveau gars, man, qui avait coaché 16 ans à la NFL, une nasty machine. Lui, il m'aime bien, quand il m'aime bien, il trippe. Là, il se passe la grève. Juste à dire, des fois, on dirait que je suis maudit. Il se passe la grève. Une autre tragédie grecque, man. Une couple de jours. La grève a fini finalement un avant-midi. Fait que l'après-midi, on pratique, ce qu'on faisait pas. D'habitude, on pratique le matin. Fait que là, on pratique l'après-midi. Puis le lendemain matin, en même pas 12 heures, on a tout de suite un autre pratique. Fait que là, je pratique, je me pull sur un sac. Je me pull tendon d'Achille / mollet là, dans ce coin-là. Okay? Le lendemain, j'ai pas pu revenir. Okay? Aussitôt que je suis pas revenu, c'est comme si j'avais le cancer, j'étais mort. Il y a plus personne qui me parlait. Je croisais le GM, je croisais le coach, le gros, ça me regardait même pas, ça passait fly-by. Fait que là, je savais que j'allais te couper. Je suis revenu pour la dernière game de pré-saison contre Montréal. Puis là, comment ça marche pour ceux qui ne le savent pas? Là, pré-saison, c'est le temps de faire jouer tes nouveaux. Puis fais-les jouer pour qu'il y ait du tape. T'sais, même si tu veux les couper, là, il y a du tape, ça se peut qu'il y ait. Si t'as du tape, il y a quelqu'un d'autre qui va te prendre.
Ils vont les Moi, pick-up j'ai ailleurs. joué une série au 4e quart. Genre. Ils m'ont embarqué une série au 4e quart. Ils savaient déjà tout qui prenait. Dans le fond, ils avaient parlé à un DN, un Américain. Tu sais, quand je t'ai dit que je cherchais un Américain de 215, ils ont parlé à un DN américain qui était là l'année d'avant, qui était comme 2,60. Puis ils ont dit, prends 15 livres, on t'amène en dedans. Puis lui, il faut lui donner, il a défoncé le camp, il a dead le camp. C'était moi puis lui dans le rookie camp, on était comme, je leur faisais poser des questions. Puis quand je me suis blessé, puis lui a dead le restant du camp, c'est comme, bon, ben, ça va être lui, Clément, on va le couper. Fait que j'ai eu comme 2 séries en défensive au 4e quart. Puis quand tu sais que c'est du Canadien, les séries, c'est pas long. Ça a été la fin de ça. Comment ça marche? La fin de ça. Fait que ça a été... ouais. Sur une autre note, mais à ce niveau-là, je sais juste comment ça marche. J'en parlais avec quelqu'un aujourd'hui, puis je me souvenais pas. Tu sais, comment ça marche, mettons, toi qui étais sur le practice squad, on va dire en 2021, fait que tu jouais pas. Tu sais, comment ça marche les salaires? T'as un salaire de si tu joues, puis t'as un autre salaire si tu joues pas? Exact. Fait que t'embarques sur ton contrat si t'es actif, ou si tu peux être sur le injury list, là, il y a un 1 game, il y a un 6 game, là, mais si t'es blessé, t'as ton salaire de joueur actif. Si t'es actif, t'as ton salaire de joueur actif, bien entendu. Puis le salaire de PR, chaque équipe peut déterminer son salaire de PR, mais je te garantis qu'Ottawa, c'était pas élevé. Une chance, j'avais mon travail en ce moment qui me permet d'avoir les 2 jobs en même temps, sinon j'aurais pas pu jouer, tout simplement. Je sais qu'à Montréal, cette année, par exemple, certains salaires de PR étaient bons. Hein. Genre, mais c'est comme discrétionnaire entre le DG et le joueur. Puis c'est quoi mauvais, c'est quoi bon pour un salaire de PR? Ben, 2000$ pour un PR, c'est excellent, puis tu peux avoir en bas de 1000$. C'est 2000 par quoi? Par semaine? Par semaine, oui, par semaine. Tu peux avoir en bas de 1000$ par semaine pour du PR facile. Là. Tu peux même avoir du 750. PR, c'est practice roster? Practice roster, fait que tu fais toutes les pratiques, mais tu joues pas les games. Puis c'est ça. Fait que là, moi... On est loin de la NFL que c'est comme... La seule game que j'ai joué pro, tu sais, quand je te dis que ma game pré-saison, mon dernier camp, m'a embarqué 2 séries, ben, la seule game que j'ai joué pro, il m'a embarqué 11 jeux. Tu l'as-tu dit? Puis je me suis pas fait défoncer, là. 11 jeux où je check mes take-offs, là, puis je suis soit on par avec les gars, ou dans les 11 jeux, il y en a peut-être 3 que j'ai le meilleur take-off, tu sais. Ou genre, tu sais, je veux dire, Christy DT, là, sur 11 jeux, la production est pas énorme, là, mais je suis là, je sais où est-ce qu'il faut que ça soit, mais par hasard, le jeu s'en va ailleurs, tu sais. Tu prends un double team, le backer fait le jeu. Rien de dégueulasse, là, j'avais pas l'air pas à ma place. Ouais. Mais parlant de ça, en tant que DT, man, qu'est-ce que tu peux faire quand le jeu est pas vers toi, hein? Mais c'est de l'effort, c'est de l'effort. C'est con, là, mais il faut que tu te serves du camp pour te conditionner, puis tu cours à la fucking balle. Comme ça, en game, tu cours tout le temps à la fucking balle, puis à un moment donné, le jeu va venir à toi. Si c'est une passe, Poursuite. Si c'est une course, c'est de la poursuite. Sauf que là, le conditioning, il rentre en ligne de compte, fait qu'il faut que tu l'aies. Si tu l'as pas, ben, ça va te brûler pour les prochains jeux. C'est pour ça que souvent, tu vois, des gars NFL, des DT, le jeu est parti, les autres, ils marchent. Là. Ah oui. Puis d'ailleurs, ça, c'est une des choses, man, qui est peut-être surprenant, là. Parce que, man, je sais pas pour vous, mais au secondaire, je me suis toujours fait dire en défensive, cours à la balle, etc., Ouais. etc. Puis après ça, je rentrais chez nous, je regardais le Sunday Night Football, le Monday Night Football. Next thing you know, tu vois un paquet de gars en défensive, le cornerback side quand le jeu est l'autre bord, qui marchent, qui prennent des reps off. Là, je suis comme, je comprends pas, ces gars-là sont pros, man. Qu'est-ce qu'ils ont compris que mon coach n'a pas compris? Ben, c'est que quand tu es établi, tu sais, toi comme Nose ou comme DN backside d'une longue passe qui est rendue 35 verges dans le field, t'as pas pas, là. Tu sais, pis c'est plus des kids, c'est des hommes avec des kids qui sont payés des millions, là. Fait que quand le coach, que tu fais 4 fois son salaire, il te dit, hey yo, man, la passe à 50 verges, là, qu'est-ce que tu fais à pas courir? C'est comme, yo, prends ton gaz égal, le gros, là. J'ai pas 15 ans. Là. Genre, moi, les coachs, c'est plus la même dynamique. Les coachs pros, là, ils sont pas aimés par leur locker room, le gros, ils se font juste crisser dehors. Là. Ils sont autant sur une chaise éjectable, ils sont autant sur un siège éjectable que nous autres. OK? Fait qu'il faut que tu aies un certain respect puis un certain
comment je dirais ça? Un certain honnêteté avec tes joueurs pour qu'eux autres te respectent. Fait que, tu sais, si t'es backside d'un jeu qui est 50 verges plus loin, il te demandera pas de courir pro avec. Sauf que quand c'est chien mange chien, puis que tu te fais pas payer, puis que tu grindes pour un spot, ben là, bro, c'est balls out, all out, là. Puis souvent, ça peut créer des petites tensions parce que les vieux de la vieille qui leur spot est seté, eux autres, quand ils te voient courir à 100 000 à l'heure, chasser des balles, s'ils le font pas, ils ont l'air pas bons, là. Fait que là, ils sont un petit peu à crise après toi, puis là, il y a des affaires dans même qui peuvent se passer. Mais comme à quelque part, il faut que tu crées tes opportunités. Ouais. Hein. Surtout comme DT, tu peux être loin du jeu longtemps. Là. Puis pas courir à balle, c'est des mauvaises habitudes, même pro ou pas. T'sais, dans une game, je peux comprendre parce que moi, si je chase une balle, comme Nose, si je prenne du 45 verges pour chase une balle, que finalement, le débit va plaquer à la ligne de 5, mais là, je suis pogné à être à la ligne de 5 fucking gassed out. Puis ça va peut-être influencer mon take-off puis de la manière que je joue sur le prochain jeu, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi. Mais en pratique, par exemple, il n'y a pas d'enjeu en pratique. Fait que c'est là que c'est le temps de le développer, ton conditioning, puis de courir à la balle comme un tabarnak de malade. Tu comprends? Puis en quelque part game, aussi, tu peux prendre un peu plus ta rip-off. En quelque part aussi, mais... tu prends l'habitude de voir sur quel jeu ta poursuite va être utile. Ouais. Tu sais, comme tu as dit, la deep ball, en tant que DT, t'es un D-line, t'es loin, man. T'es vraiment loin. Mais si c'est une course qui s'en va au sideline, peut-être qui s'en va sideways, exact. Là, t'es plus proche. Là. Ben, tu sais, en parlant de poursuite, Varin, tantôt, on parlait de son moment en 2014 où il est revenu puis il a fait tous les jeux en défensive. Moi, j'ai un moment comme ça contre le vieux en 2011. Puis c'est ce moment-là qui a set que j'ai plus jamais débarqué du terrain de football à Vanier. Là. Genre, moi, j'étais rookie, il y avait une espèce de gros monstre devant moi que Lars Spooner. OK? Puis, Lars jouait D-line, c'est vrai. Ouais, il jouait des lines, ben j'ai pris son spot, il a fallu qu'il ait bougé aux lines. Okay? Puis lui, je t'en quelle heure. Puis lui, dans le fond, il y a une série où j'ai juste comme yo, je rentre dans le top, je poursuis. Puis j'ai fait un strip TFL à la ligne de 2 que j'ai recouvert. J'ai fait un plaqué d'un flat. Il y a une série où j'avais comme toi, Varin, tous les jeux quasiment là. Okay? Puis c'est cette série-là qui m'a mis sur la map, là, parce que j'ai chase la balle, tu sais. Fait que t'as pas le choix, man. Tant que tu gagnes pas des millions, là, pis que t'as pas des kids, là, chase la fucking balle. Good thing happens to those who run to the ball. T'sais, pour le vrai, c'est là que les good things happen. T'sais, ceux qui courent tout le temps à balle, là, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une balle qui type, elle leur tombe dans les mains, il y a un fumble qui tombe, boom, ils se courent. C'est eux souvent que courent à balle. On a toujours l'impression que c'est les mêmes gars. Mais c'est les gars qui courent à balle. C'est les mêmes gars. Tu devrais toujours, en effet, courir à balle. Puis moi, tu sais, je suis un gars qui joue beaucoup avec son poids et son conditioning physique. Là. M'avoir mis dans la tête de, OK, là peu importe le jeu, là, sprint à fucking balle. Là, je te le dis, dans un camp, là, tu veux bâtir. Si jamais t'as pas été top-notch ton cardio dans ton off-season, cours à fucking balle tous les jeux. Là, tu vas être brûlé là, les premiers jours. Là. Tu vas voir, après une semaine ou deux de camp, là, ton cardio va être incroyable. Puis là, tu vas être good. Puis il faut juste pas que tu laisses ça aller. Moi, j'aime ça, même des gars qui courent à balle, puis ça me frustre. En tout cas, moi, la première année que j'ai coaché à Limoilou, au début, j'ai blasté les backs. Je te dis, là, la première fois que j'ai fait du tape avec eux autres, je les ai rincés parce qu'ils couraient pas à balle. Puis ils me connaissaient pas tant, tu sais. Ils pensaient que j'étais un méchant à partir de là. J'étais comme, man, run to the fucking ball, man. Qu'est-ce que tu fais, tu sais? Exact. Eh oui. Moi, là, tu sais, je suis retourné dans le coaching. Tu sais, j'ai coaché un peu toute ma vie à des camps, dans des affaires de même. Mais je suis retourné dans le coaching une saison complète cette année avec vous autres. Puis, une des choses qui est comme classique des D-line, c'est que les D-line vont pratiquer à faire les moves, puis ils vont engager leur O-line, ils vont faire leur move. Mais après ça, ils vont pas release de leur move. Tu comprends-tu? Fait qu'ils vont faire leur move, ils vont faire leurs petites affaires, puis quand ils vont avoir passé leur line de même pas une demi-verge, ils vont ralentir, ils vont slow down. Ouais. Parce qu'ils veulent pas se brûler dans leur pratique, whatever. Bull fucking shit. Okay? Le step que t'as à la fin d'avoir fait ton move est aussi important que ton move. Mais oui. OK? Aussi important que ton move. Le burst qu'il faut que t'ailles après avoir brûlé ton line, c'est ça qui va déterminer si tu te rends ou pas au corps. Puis ça, c'est quand t'es clean.
quand t'es pas clean, si t'appliques ce burst-là, puis que c'est semi-contesté, puis t'es pas clean, c'est ça qui va faire la différence, si va passer ou pas. Fait que moi, c'est la première affaire que j'ai remarqué des gars, à part le take-off, là. Mais la première affaire que j'ai remarqué des gars qu'il fallait travailler, c'était ça. Puis c'est ça qui nous a un peu... c'est ça qui nous a mis un peu notre identité comme D-line à Limoilou, parce qu'on n'a pas la D-line la plus grosse. Là. Je regardais des gars, là, numéro 8 de Grasset, je pense. Là. Le 9. Même Vanier, il y avait des gros bonhommes. Là. Le 9 de Grasset. Grasset CNDF, le nose avait de du talent et du CNDF. size. Le nose de CNDF. Thomas Gosselin. Et oui, man. Écoute, il y avait du 16 les autres équipes. Nous autres, on était un peu undersize, mais on était vite. C'était vite, puis on allait à la balle, puis on finissait nos affaires. Fait que, tu sais, honnêtement, le speed, là, puis de rendre la balle, c'est primordial. Je suis content, man. C'est de la musique à mes oreilles. Good. Je suis content Ça que ça l'était pas. La première fois que je t'ai parlé à Bam, je parlais de la première fois où j'ai corrigé du tape à Limoilou, puis là, je disais au gars de courir à la balle. Puis Bam m'avait comme dit, ouais, mais ça dépend. Je suis comme, de quoi ça dépend? Puis là, il me parlait de la situation, de des fois c'est loin, il faut pas. Tu sais, ça. Là, j'étais... Ouais. Là, je me sentais mal d'avoir dit au gars de courir à la balle, puis depuis, je me prive. Ouais. Ben moi, quand je coach mes D-line, tu sais, comme j'ai dit tantôt, si c'est une deep ball, je m'en crisse un peu, mais si c'est une balle dans le flat ou tu une cours hors l'aile, je m'en crisse, tu vas backside, là, sprint ta balle. Je pense qu'il faut juste que... Je pense qu'il faut juste, comme tu as dit en pratique, tu as raison, il n'y a pas de jeu. OK, ça c'est... Tu sais, je pense que tu t'es muté un peu, ça se peut-tu? Ouais, ben, parce qu'on t'entendait plus. Je pense que je me demandais si c'était les extras. Ouais, ben, ce que je disais, c'est... Comme tu as dit en pratique, c'est le temps de le faire, tu le reps, ça va build ton conditioning. Exact. Et je pense aussi que tu vas développer le réflexe de voir quel type de jeu que tu peux te rendre downfield. Tout à fait. Comme à D-line, c'est évident pour nous de dire hey, un fade, je suis DT, je me rendrai pas. Man. Comme, OK, on le sait. Mais est-ce que tu peux te rendre sur un flat? Est-ce que tu peux te rendre sur un screen? Est-ce que tu peux te rendre sur un outside zone que des backside? Et peut-être que tu as l'impression que non, mais là, tu vas l'essayer en pratique. Là, tu vas te rendre compte, OK, je me rends finalement à ce type de jeu-là. Puis, je peux pas y une shot sur le running back. Je vais lancer des fleurs à un de nos gars à Limoilou, man. Vincent Veilleux, année recrue. S'il y avait un gars qui a montré du speed en chassant des flats et des screens puis en faisant des plaqués, c'est lui, là. C'est fou. Il y a un paquet de jeux que Clément, tu te souviens, Marc, tu te souviens, qu'on checkait sur tape, puis il y a un gars qui était toujours all fucking out, qui courait à la balle, qui faisait des jeux backside. C'était un D-line, c'est Mathieu Betts, man. Ben oui! C'est fou, man. Lui, sa poursuite était crazy, man. Il y a un jeu, je me souviens, c'est sûr que vous vous souvenez du clip parce qu'on l'a revu dans les meetings. Il y a un clip qu'on avait joué contre Sherbrooke, je pense que c'était en 2016. Puis le back c'était de Sherbrooke, c'était Poland, il était grand, il était bef, là. Puis il court en plein centre, puis il burst à travers la ligne. Hein? Puis là, on voit juste Betts. Ouais, on voit juste Betts qui le chase from behind. Là. Le gars allait burst là, sur genre 100 verges. Puis t'as juste Betts qui chase from behind puis qui s'en va faire le tackle. C'est comme un gain de genre 40 verges qui est un highlight play. Là. On parlait de chase la balle. Là. Mathieu Betts, il a jamais pas chasé une balle de sa calice de vie pratique ou game. Ah non, c'est un malade. C'est l'MVP. C'est-tu l'MVP défensif de l'année dans le CFL? Ouais, pas mal sûr que oui. Ben, c'est ça. Record de sac pour un Canadien. Puis, tu sais, Mathieu, je le connais bien. Là. J'ai joué avec aussi sa ligne, je l'ai vu aller. Puis, j'ai jamais vu un gars pas chasser la balle comme lui. Là. Genre, il chase tout le temps la balle. Peu importe. Tu sais, puis quand on parlait de gars établis, puis tout, là, il est MVP défensif, là. Tu peux pas avoir plus établi que lui. Là. C'est un first round draft pick. C'est un bout qui est là. Chase la balle pareil, tout le temps. Encore maintenant. Il faut l'avoir sur le pod puis demander qu'est-ce qui passe par la tête. Comment il fait. Il y a un esti de moteur incroyable. Ouais, puis ça a tout le temps ça. C'est tough parce que quand ton conditioning n'est pas là, tu te dis, ben là, je chase la balle, ça m'handicape pour mon prochain jeu. Mais si tu chase la balle tout le temps, ton moteur est juste meilleur. Là. Fait que fuck ton prochain jeu, là, puis chase la fucking balle. I like it, man. Let's go, word. Yeah. Good stuff. Parle-nous
Je veux qu'on rewind un peu. Là. Vas-y. Parfait. On était rendu, là, on a parlé de la GRC, on a parlé de ton entrée à l'Université Laval, ton fameux échange de courriel avec Glenn. Mais comme à Laval aussi, t'as comme pris un hiatus, où il y a une année que t'as manqué une coupe de game. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui t'a empêché d'avoir... 2017, l'année que j'étais pas là, ou 2018, l'année que j'ai manqué une coupe de game? On va commencer par 2017. On va y aller en ordre chronologique. C'est beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Fait que dans le fond, là, moi, 2017, je suis parti après la Coupe Vanille 2016, qu'on a gagné. Okay. Je le savais que je partais. Tantôt, j'ai parlé que j'avais eu un problème de santé, mettons, qui m'a peut-être pas aidé, qu'on a découvert. Là. Moi, je fais de l'apnée de sommeil. Puis là, vous en parlerez, on a déjà tout parlé sûrement avec mon ancien collègue du temps, Kevin McGee, mais en gros, là, je dormais 16 heures par jour, j'étais juste capable d'aller aux pratiques quasiment, là, tu sais, puis au game. Fait que mes notes étaient un petit peu dans le bas fond. Là, j'étais comme, bon, ben Chris, soit je joue à l'université jusqu'à temps que je sois plus éligible de jouer puis j'ai pas de bac, parce que mes notes sont dégueulasses, ou j'aille sur le marché du travail tout de suite, même maudit dilemme. Puis moi, je voulais pas me retrouver à 25-26 ans, pas de bac, pas de job, pas rien, OK? Parce que le football, ça, on n'en a pas vraiment parlé, mais moi, je suis pas quelqu'un qui définit son identité par le football. Okay? Je veux qu'il y ait d'autres choses qui définissent mon identité que joueur de football. Okay? Fait que là, moi, la police c'est rendu là. Après ça, c'est quelque chose qui peut-être m'intéressait moins. J'avais une blonde, fait que m'en aller loin, faire le cours à GRC, ça me tentait moins. Et plusieurs autres facteurs. Fait que là, j'ai été faire un DEP en électricité en 2017, okay, pour après ça rentrer comme électricien. Puis durant mon DEP, j'ai fait mon DEP, puis ça s'est bien passé. Là. C'est sûr que c'est un changement vraiment drastique là, de l'université où tu es libre de faire ce que tu veux. Puis le DEP, tu as des cours à telle heure avec du monde d'un background différent d'étudiants athlètes. En passant à l'université, tu as des cours à telle heure aussi. Là. Oui, mais tu y ailles. Faut que tu y ailles à tes cours. En effet, mais je veux dire, tu peux choisir ton plan de cours. Tu sais, je veux dire, tu peux, si tu veux, dans ta session, ben, t'as pas des cours, admettons. Faut pas que tu te lèves à 7 heures à tous les matins pour qu'à 8 heures, tu sois là. Tu sais. C'est pas 8 à 4 à tous les jours, là. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est de 8 à 4 à tous les jours. Puis c'est une structure un petit peu plus par la main parce que, bon, t'as du monde qui sort du secondaire, là, qui sont là. Puis, fait que ça a été un peu, ça a été quand même une bonne expérience pour moi. Là. Je veux dire, moi, je m'en allais travailler comme électricien en construction après ça, puis tout. Puis j'étais comme, man, le football pour moi c'était comme une drogue. Là. Ça me revenait, puis je voyais les gars jouer, puis là j'étais comme, ah. Puis là j'ai vu les gars perdre, c'est comme, ah. Puis là, tu sais, j'étais comme, man, c'est quoi une dernière année de football? Genre? C'est quoi une dernière année de football? Dans le fond, c'est rien. Là. Je pourrais pas, à 36 ans, là, je pourrais plus jouer une dernière année de football. Mais je vais pouvoir être électricien pareil, tu sais. Fait que, comme j'ai dit tantôt, j'étais allé voir Glenn, puis j'ai dit à Glenn, je dis, check. J'ai dit, moi, là, je joue au football, là, mais on s'entend, là, j'aurai pas de bac. OK? Fait que, moi, je fais mon DEP, je fais mes cours. Un petit deal. Okay? Je suis encore un peu spécial pour ça, parce que Glenn, il priorise extrêmement beaucoup l'école, puis les gars qui finissent pas l'école, ils aiment pas ça, OK? Sauf que moi, je suis arrivé direct dans sa face, puis j'ai fait, gars, c'est ça. Moi, c'est pas comme si j'avais pas de plan, là. Je vais avoir une carrière, je vais faire ça, OK? Mais je vais venir jouer une dernière année de football, mais je lâche pas mon DEP, par exemple. Fait que je lâche pas mon DEP, j'ai fait ça cette année-là, 2018, j'avais été assidu de même, là, mon apnée de sommeil était traité, toute l'équipe. Si j'avais été de même à l'école, depuis mon cégep, gars, je serais médecin, OK? Je faisais le jour mon DEP. Je faisais le jour mon DEP. Je te jure que oui, mais le jour, je faisais mon DEP. Après ça, je faisais mes cours à distance, puis le soir, puis je faisais mon training. Puis cette année-là, j'ai battu le record de bench à Laval. 5 plays pour les intéressés. Okay? Fait que, vu qu'il a battu le record de bench, il aurait été médecin. Non, mais écoute, je travaillais. Fait que j'allais à l'école le jour, j'allais à l'école le soir, je m'entraînais assez pour être en excellent conditioning, je travaillais.
Man, j'avais pas une seconde à moi, là. J'étais tout le temps dans le maudit tapis, là, tu sais. Fait que ça a payé. On a joué 2018, on a gagné une Coupe Vanier. Revanche contre Western. Là, tous les gars étaient comme, yo, c'est la revanche. Puis là, moi, je faisais comme j'étais là l'année d'avant. J'étais comme, oh, ouais. Puis finalement, à faire, pour ceux qui se le demandent, je suis conseiller financier en finance, gère des portefeuilles de placement. Puis... C'est là que je m'en allais, là. T'es ni dans GRC, t'es pas dans la police, t'es pas électricien. Non. T'as-tu ton bac? J'ai pas de bac. Fait que moi, je suis parti. Puis c'est ça que le monde ne savent pas. Souvent, sur le marché du travail, dans les milieux comme la finance, ça te prend pas nécessairement un bac. Ça te prend tes permis. OK? Fait qu'il faut que tu aies passé tes permis. Puis là, moi, je suis le titre exact, c'est conseiller en sécurité financière. Fait que c'est ça que je fais. Puis je vais aller chercher ma planification financière. Là, je suis dans le processus de ça. Puis ça, je vais. C'est quoi le chemin? Mettons, moi, je vais être. Je veux passer d'électricien à conseiller financier. Tu te fais recruter par une institution financière qui, elle, te forme à l'interne. Après ça, tu vas passer un examen à l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Puis après ça, tu peux pratiquer ton travail. C'est sûr que c'est un travail qui est extrêmement tough. Fait, dépendamment t'es où, ça se peut que ça soit 100% en commission comme moi, par exemple. Fait qu'il faut que tu développes ta clientèle. Puis c'est hot parce que c'est comme le football, dans le sens que c'est une méritocratie, c'est nage ou meurt, là. Fait que c'est chien mange chien, comme au football, man. Fait que là, moi, j'ai ma clientèle, puis je m'en occupe, puis ça va faire 5 ans cet été, je fais ça. J'adore ça. Ça me permet d'avoir une flexibilité d'horaire qui m'a permis d'aller jouer pro en même temps de le faire. Puis ça me permet d'avoir mon petite entreprise à moi, parce que c'est mon book de clientèle, c'est moi qui le gère comme je veux, c'est moi qui développe ma clientèle, c'est moi qui fais tout ça, tu sais. Ça, c'est un hasard pur parce que je me suis ACL, parce que moi, je travaille sa construction. Moi, je travaillais avant mon combine, j'étais assez chantier. OK? Genre, 5 jours avant mon combine, moi, j'étais à Blainville en train de construire un Bois Martineau. OK, là? Puis, ouais, écoute, parcours éclectique, mais ça me fait du vécu, man. Y a-tu quelque chose que t'as pas fait? Ouais, ben des affaires j'ai pas faites. Mais j'en ai fait, j'ai Mais fait ça plus sent bien, mais ça sent bien. Ouais, c'est ça. C'est ça, man. Je montais un bois Martineau puis une meunerie, man, avant mon combine. Puis quand je me suis ACL, c'est comme, hey, les gars, je peux pas là, aller travailler. Je pouvais soit aller travailler sa construction dans 9 mois pour avoir ma pleine recovery, ou j'ai un de mes chums qui m'a appelé, il cherchait du monde. Puis là, j'étais comme, man, j'ai pas mon bac, là. Genre, il commence en crise, on va te former. J'étais comme, ah ouais, en finance? Ouais, fait que là, j'avais le choix d'aller me chier cul sa construction, parce que c'est quand même très, 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 très rough, là. Ou aller en finance. Fait que dans construction en 9 mois ou en finance dans 3, 4, à peu près. Ça prenait 3, 4 mois. Fait que pas plus fou qu'un autre, j'ai pris la finance. Puis, tu sais, c'est pas facile, là, parce que au départ, il y a plusieurs personnes qui survivent pas dans le milieu, mais moi, ça étant un ça athlète, fonctionnait. T'as réussi je veux dire, même si j'ai pas mon bac, j'ai été étudiant athlète quand même très longtemps pour avoir un minimum de discipline dans ma vie, là. Fait que ça a fonctionné pour moi, mettons. Puis, ça consiste en quoi ce que tu fais maintenant? Ben, moi, dans le fond, j'ai un contact direct avec les clients. OK? Puis, je m'occupe avec les clients de tout ce qui est leur placement. OK? Que ce soit des placements enregistrés, non, que ce soit des placements dans une compagnie, que ce soit des placements en collectif. Puis, je m'occupe aussi d'assurance, que ce soit une assurance de compagnie, collectif ou personnel. Fait que, tu sais, sans divulguer le montant, on gère une couple de millions. Puis on a plusieurs centaines de millions en assurance là, en volume. Fait que dépendamment là, on va perdre nos jeunes athlètes qui nous écoutent avec ça. Là. Mais je fais plus de placements que d'assurance, mettons, là, mais je fais de la couverture de risque, puis je fais de la planification d'épargne. Ouais. Puis avec mes clients, on détermine le risque qui est bon avec eux autres, on regarde où mettre ça dans le marché ensemble. Puis généralement, mes clients, ils écoutent ce que je leur dis de faire. Puis ça... Pour les jeunes qui nous écoutent, tu gères des portefeuilles d'adultes. Exactement, je gère des portefeuilles d'adultes. Exactement. Je gère des portefeuilles d'adultes. Fait que quand vous allez être grand, appelez-moi.
Fait que c'est ça. Mais ouais. Puis c'est ça pour ce qui est de parcours 2017. 2018. En 2018, on n'en a qu'est-ce pas qui parlé. t'arrivait Pourquoi avec... j'ai manqué? Ouais. ouais. J'ai eu une mononucléose en 2018. Tu sais, quand je te dis des fois, on dirait que je suis maudit. 2018, qui est mon comeback year où je suis censé mettre du tape sur l'affaire, puis tout. La première game à Sherbrooke, j'ai une game correcte, là, genre je me remets dedans, rien de gros. La deuxième game, je me rappelle contre qui c'était, c'était peut-être Concordia, c'était une game chill. Game de Montréal, j'explose la game contre Montréal. Puis la game était le samedi. Le mardi matin, je me non, le lundi ou le mardi matin, à 5h du matin, je me ramasse à l'hôpital, man. J'ai des douleurs dans le chest, je suis tout en sueur, toute la kit. Là, je lui dis, oh, je suis como, puis tout le. Puis ben, j'étais sûr que j'étais como. Là. Puis parce que je me sentais pas bien, mais finalement, j'étais pas como, j'avais juste une mono. Puis là, à l'hôpital, ils m'ont hospitalisé pendant comme 5 ou 6 jours. J'avais le cœur qui a enflé, la rate qui a enflé, toute la kit. Fait que aussitôt que tu as la rate qui enfle, il faut que tu attendes longtemps là, parce que c'est un organe. Ouais, c'est hyper dangereux. Ça peut, exactement. Ça peut se rupturer sous contact, c'est une hémorragie interne, tu peux mourir. Fait que ça a pris. J'ai manqué quasiment toute la saison. Je suis revenu la dernière game de la saison contre Sherbrooke. Puis j'ai joué la moitié de la game. Puis là, tu sais, quand tu reviens d'une mono, tantôt on parlait du conditioning, là, je te garantis que quand tu reviens d'une mono, ton conditioning est dégueulasse. Moi, je me rappelle, j'étais revenu à Laval, man. Genre, là, quand je suis sorti de l'hôpital, je suis revenu à Laval, j'ai monté un étage de marche pour aller voir les coachs, j'étais tout mouillé. J'étais tout trempé. J'étais allé voir Marc Fortier, man, puis Marc Fortier, mon fucking boy. C'est comme, yo, Clem, t'es-tu correct? Je suis comme, ouais, je suis good. Puis il est comme, man, tu peux rentrer chez vous, là, si on ne voit pas pendant 2-3 semaines, là. Comme, c'est chill, là. Tant que t'es back la dernière de novembre. Fait que là, j'ai été back, man. Playoff, back. Là. La première playoff, on joue contre fucking Sherbrooke encore. On a back-to-back Sherbrooke. Je joue encore la moitié de la game. Finalement, la Dunsmore, je suis là. Mais je suis comme... Mon conditioning, encore là, il est ordinaire, mais je fais ma job de nose, man. T'sais, je plug mes trous, puis je take off, puis toute la kit. Puis sur un short yardage, il y a un coéquipier qui me rentre son casque dans le dos entre deux vertèbres, genre... j'ai barré bien raide. C'est la première fois que je ressentais ça. C'est comme si j'avais de la lave qui me coulait dans les veines de tip of my toes jusqu'à mon dos. Là. Puis j'ai manqué à Dunsmore. Fait que tout ça, tout mon sacrifice de 2018 pour manquer la saison puis me faire sortir à Dunsmore, genre. J'étais un peu en tabarnak. Finalement, man, j'ai joué la vanille au grand complet. Puis mon conditioning, comme je te dis, était dégueulasse. Fait que pour faire un recap, notre but c'était de stop the run. Ils ont essayé de courir. J'ai jamais vu une équipe se préparer comme on s'est préparé en 2018. L'unité défensive était juste incroyable. Les gars comme Adam Auclair qui avaient derrière moi, man, ça pluguait des trous incroyables. Moi, je prenais les double team, je défonçais l'O-line. Mathieu Bette puis Vince Desjardins faisaient leur thing, mon gars. Moi, en parlant de courir à balle, moi, je chassais à balle. J'ai une coupe de tackle en chassant à balle parce qu'elle a débordé hors l'aile. Après ça, le restant de la game, ils ont joué le même fucking jeu, le jeu de passe, là, sur MacBam, ça dit quoi, là, mais ils ont joué le même jeu qu'ils n'ont pas vraiment eu de production, puis notre offensive l'a juste dead, puis on a gagné à vanille, tu sais. Fait que, comme tu vois, c'est un parcours difficile, tu sais. Mais, ce qui est une constante, c'est que mon attitude a toujours été bonne, puis j'ai toujours travaillé fort pareil. Fait que, quand tu as une bonne attitude, tu travailles fort, tu es coachable, généralement, le talent va venir avec, puis les opportunités aussi. Puis ça l'aide de bencher 4 plaques. 5. Mais oui. Ou 40 fois 2 plates. Ça l'aide, mais c'est pas tout. Puis c'est ça que je parlais de ça. Là, une semaine, je parlais de ça avec Vincent Desjardins et Charlotte Vizdech, qui vient de gagner la Coupe Grey avec les Alouettes de Montréal. Puis j'étais comme, man, c'est sûr que, tu sais, mon conditioning n'était pas là en 2018, mais étant le nose, puis étant moi qui prenais presque tous les double teams, j'ai un peu rendu mon jeu plus statique, plus fort. C'est une erreur, je trouve, parce que ce que j'ai fait avant mon dernier camp, de vraiment me mettre vraiment plus mobile, puis mon thing là, à mon dernier camp pro, là, c'était de ne jamais faire des bull rush puis de power move. Okay? Fait que j'étais tout en finesse, puis avoir travaillé là-dessus plus tôt, même avec toutes les embûches que j'ai eues, ça m'aurait peut-être sauvé un peu. Peut-être j'aurais joué une année pro de plus. T'sais. Puis mes gars, à cette heure,
sais, oui, je veux qu'il soit fort, je veux qu'il bench, puis qu'il squat, puis qu'il clean le plus possible, mais jamais au détriment d'être statique. Jamais. OK? Ça a été peut-être une erreur de ma part que j'ai peut-être faite à ma carrière parce que tu veux qu'il reste mobile, tu veux qu'il reste explosif. Fait qu'on niaise, on parle de bench, puis puis c'est drôle, mais c'est important, don't get me wrong. Moi, genre, si un gars qui bench fort, je vais être à côté de lui, je vais être comme « Let's go! » Mais, reste mobile. Reste mobile, surtout comme D-line, puis... La game change, man. La game change, la game est rapide. Puis, tu sais, des vrais gars, comme dans le Canadien, des vrais gars forts. Tu sais, comme moi, là, j'ai déjà eu la discussion avec mon ancien coordonnateur défensif pro, Mike Benavidez, le gars qui voulait plus de nose puis qui voulait deux gars de 215 en dedans. Là. J'ai eu la discussion avec lui, qui lui a eu la discussion avec Glenn. Moi, j'ai déjà eu la discussion avec Glenn plein de fois. Glenn a eu la discussion avec en tout cas, j'ai eu la discussion avec plein de monde que j'ai en high regard, dont le coach de D-line qui a coaché 16 ans NFL. Puis il était comme, ouais, man, ton body type puis ton playing style, là, t'aurais dû être dans la NFL, mais ça saute plus un run stopper de first and second down dans la NFL. Là. Tu comprends? Ouais. Que dans le Canadien. Fait que, tu sais, la game collégiale, c'est ça aussi qui m'a allumé dans le coaching cette année. La game collégiale, il est tellement plus statique, puis il y a tellement... On dirait que la ligne offensive, elle spread pas, puis que tout se passe comme directement sa ligne, là, au lieu d'évoluer. Puis les gars deviennent un peu plus statiques, mais aussitôt que, réalistiquement, comme Canadien, il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges, parce que le terrain est trop gros. Quand tu vas évoluer, les games vont se développer à 2-3 verges down the line. Ouais. Faut que tu bouges. Puis tu sais, un gars, tu sais, comme moi, si j'avais joué, si j'étais né aux States, tu sais, puis j'aurais gardé ce play style-là, j'aurais joué genre D1, j'aurais été fucking nose dans D1, puis j'aurais été CAV package, puis il m'aurait peut-être sorti en third down, puis peut-être que avoir été joué là, j'aurais eu le marketing assez pour avoir un camp NFL, peut-être. Puis mon playing style aurait sauté là, mais c'est pas ça. Si on enlève toutes les tragédies grecques, là. Si on enlève toutes les tragédies grecques, mais c'est pas ça, pas en tout qui est arrivé. T'sais. Être au Canada, c'est une autre histoire, t'as pas le choix d'être mobile comme D-line. Si t'étais aux États-Unis, faut que tu sois mobile pareil, pis les gars, ils bougent en tabarnak. Mais si t'es comme le gros nose run stopper, puis là, tu joues aux States dans du 4 essais, tu peux te permettre d'être moins mobile puis plus fort. À part de ça, faut que tu bouges. C'est la priorité. Vince Wilfork. Ben ouais. Parle-nous un peu de l'effet de la fameuse verge, là, de la zone nerd. Oui. Du football à 3 essais versus le football à 4 essais. Ouais. Comment ça impacte la game pour un D-line? Ça impacte la game parce que, premièrement, le rythme auquel tu fais contact avec le joueur de ligne offensive change. Okay? Fait que tout ton rhythm est brisé. Ça impacte ta game parce que les gars sont pas habitués d'avoir un bon take-off. Okay? Puis c'est correct, là. Je veux dire, les gars, ils sortent du style. Les gars, n'importe qui sort du cégep, à part si tu t'appelles Mathieu Betts, c'était pas tant un bon take-off que ça. Okay? Fait que c'est sûr que la verge t'oblige à travailler sur ton take-off. Puis souvent, moi, ce que j'entends des gars me dire, c'est « Ouais, j'ai un take-off de course puis un take-off de passe. » Bullshit. OK? Tu veux toujours avoir le meilleur fucking take-off ever. OK? Et on s'en crise de ton take-off de course, là. C'est pas goal line, t'es en 4 points, là. Toujours avoir le meilleur take-off. Puis plus tu travailles ça tôt, plus ça va être facile après ça quand tu vas avec la verge. Mais c'est sûr que le plus gros, c'est que l'O-line, il a le temps de te voir venir. Tu sais, t'es plus à une verge que t'es collégial ou t'es au secondaire puis tu joues contre un O-line qui est plus ou moins bon, que lui, il est pas mobile puis il sort pas vite de son stance. Puis toi, tu take off correct, mais vu que t'as pas de verge, t'es capable de passer un move. Non. Avec la verge, t'as pas le choix d'avoir un bon take-off ou sinon t'en passeras pas de move. T'sais? Puis le take-off, c'est 90% de la job. Tu peux pas gagner ton one-on-one si t'as pas un bon take-off. Tu vas juste jouer une game de rattrapage, sinon. Fait que si tu joues une game de rattrapage, tu vas peut-être boucher ton gap, tu vas peut-être être là où il faut que tu sois, mais tu feras jamais de gros jeux en jouant ta game de rattrapage. Fait que la verge te force à travailler sur ton take-off. T'as pas le choix.
Puis le plus long take-off, tu peux avoir le mieux c'est. Là, le plus long, tu veux dire ton plus long step? Ouais. Le plus quick, le plus explosif, puis le plus long step. En dedans ou dehors. Encore plus dehors. C'est sûr qu'en dedans, si tu dis, ben là, pas de verge, il faut que ça soit explosif, là, faut pas que ça soit le plus long step explosif, là, faut pas que ça soit lent, faut pas que tu fasses le grand écart en étant lent, il faut toujours que ça reste explosif. Mais les gars pas de verge sont comme ils pensent que le pas faut que ce soit plus short, mais non. Non. C'est parce qu'ils sont habitués aussi de viser le gars, vise pas le gars, vise le gars. En tout cas. Mais ça, c'est plus des détails là, de D-line. Là. Mais la verge te force à travailler sur ton take-off, en gros. Puis te force à mieux vendre tes moves parce que l'O-line te va venir un peu plus. C'est autre game. Le plus tough la verge, en fait, c'est gros. Tu sais, comme rendu, quand tu joues avec la verge, parce que tu es rendu universitaire. Donc, les O-line le niveau minimum, il y a le niveau est plus élevé, les O-line ont un minimum de talent. Puis ce qui est très, très, très difficile avec la verge, c'est pas de faire reacher. Okay? Pas de faire reacher avec la verge, pour moi, ça a toujours été une difficulté, voire pratiquement impossible. C'est juste une question de trigonométrie. C'est un triangle rectangle. Dans le sens que... Ouais, c'est mon petit côté analytique qui sort. C'est un côté médecine. Côté médecine. Fait que, exact, mon côté médecine jamais accompli. Fait que toi, faut que tu parcours, je sais pas si on l'imagine bien, mais toi, faut que tu parcours l'hypoténuse. Si toi, t'es face à ton gars, puis il te reach d'un côté, mais toi, il faut que tu parcours l'hypoténuse. Tandis que lui, il a le short side du triangle rectangle. Fait-tu du sens? Ouais, 100%. Avec la verge. Fait que t'as une distance plus longue. En plus d'être réactionnaire, t'as une distance plus longue à te maintenir, puis à parcourir avant de te rendre à lui. Fait que c'est difficile de pas te faire reacher. Puis souvent, les gars, tu sais, comme les gars vont s'inventer des talents, vont essayer de guess le jeu, fait qu'ils vont pas se taper upfield, ils vont se taper sideways. Parce qu'ils pensent que ça s'en va par là ou par là. Mais imagine, tu steps vers la droite, t'as une verge, mais ton gars, il tente sa zone à ta gauche. T'es fini. Non, c'est fini, man. C'est grand take-off, c'est fini. Fait que tout ton take-off devrait être le plus explosif possible, en restant bas le plus longue distance horizontalement que tu es capable d'aller chercher, puis vertical. T'en vas upfield. T'en vas pas sur le côté, t'en vas upfield. Donc, jouer au line, c'est plus facile que jouer DT. Si on se fie aux règles de trigonométrie. Moi, je trouve que moi, à la fin de ma première année pro, ils pensaient qu'il allait me manquer d'O-line. Fait que j'ai été O-line avec les 3 dernières semaines de l'année. Puis le coach qui m'a coaché, je sais pas si ça veut dire quelque chose, Hard Knocks avec les Browns, là. Il y avait un gars qui faisait son bout. Ah ouais? Lui, il m'a coaché. Mais non. C'est genre une légende de la NFL. Là. Ben oui. Lui, il passe ses étés, les O-line de la NFL, ils viennent le voir, là, puis à son shack chez eux, là, puis il est coach. Okay? Puis il check du tape avec eux autres. Okay? Bob Wiley, son nom. Okay? Puis là, il est un petit peu fini, il est un petit peu vieux. Là, il aurait pu dû coacher parce qu'il y avait des problèmes de jambes et tout. Là, mais bref. Fait que lui, il m'a coaché les 3-4 dernières semaines de la saison. Il m'a coaché les 3-4 dernières semaines de la saison. À ma position de nouvellement de O-line. Fait que j'en ai appris un peu avec lui. Puis honnêtement, je trouvais que j'allais bien. Là. J'ai failli être dress pour la dernière game de la saison comme 6e O-line. C'est juste qu'il manquait un tackle, puis moi je ne peux pas aller jouer de tackle, je remplaçais comme garde. Fait que finalement, ils ont fait venir un tackle d'ailleurs, sur un autre PR. Fait que c'est ça encore là, quand je te dis, on dirait qu'il n'y a rien qui va pour moi. Là. Fait que bref, ayant pratiqué O-line, je peux te dire que mentalement, O-line est un petit peu plus tough. Okay? Puis surtout, puis là, mentalement, c'était difficile pour moi parce que c'est une position que j'étais pas habitué avec. Fait que c'est sûr que j'étais en overdrive. Mais physiquement, O-line est 100 fois plus facile que D-line. Tu cours moins. 100 fois. 100 fois plus. Tu cours moins. Moi, mes jambes n'étaient pas fatiguées là, après O-line. Mes jambes étaient zéro fatiguées. Écoute, je sors de nose où je prends un double team à O-line. Je suis en supériorité numérique. Ou les O-line, là, dis-toi qu'il y a un O-line des fois qui n'a pas de contact par jeu. Là. Ça peut arriver. Okay? Fait que tu sors d'un O-line, c'est juste plus tough mentalement. Tu cours moins. Les impacts, pas tes absorbes parce que t'es donnes aussi les impacts, ça dépend, mais t'es plus gros. Ah, c'est lui, Bob Wiley. Exact. Let's go. Bob Wiley. Going on me that I did that for you.
C'est lui. Ouais, lui, ce gars-là, tu penses, moi, j'ai une crise de vie, man. Ce gars-là, il était pilote d'avion en Vietnam. Hein? Il a son jet privé pis tout, man. Il compte ses histoires, là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est un clown. Okay? Ceux qui ont Lui, juste là, l'audio, on vient ceux de qui le veulent mettre voir en le plus. Hard Knocks des Browns, là, à un moment donné, les gars se stretch puis il est comme, ça sert à rien, tout ça. Ça sert à rien de stretch. Les gars, à la Deuxième Guerre mondiale, là, avant de faire le débarquement de Normandie, ça se stretchait pas, là. Un esti de personnage. Un esti de personnage. Incroyable. Mais, Peut-être qu'il aurait dû. Peut-être qu'il aurait dû. Ouais, c'est ça. Mais bref, c'est comme je disais, physiquement, moi, je trouve que c'est. Tu sais, je veux dire, comme je te dis, j'étais gassed out à jouer des lines, à courir après la balle. Au line, il n'y avait pas de pratique, j'ai été gassed out. Good stuff. Zéro. Hey. Fait que. Puis les impacts, c'est plus facile, je trouve, à donner comme au line que comme des lines. Fait que c'est Mais ça. tu prendras pas de double team en tant qu'au line, là. À base, il y a ça, man. Ça, physiquement, ça doit être. Je pense que c'est toi qui me disais ça, Clem, ou j'en parlais avec un autre coach, mais comme physiquement, au football, la chose la plus dure à faire, c'est de prendre un double team. Ouais. T'es 2 contre 1. Ouais. Puis moi, c'était ma spécialité, si on veut, j'étais comme reconnu pour ça à Laval parce que ma force, puis j'avais mis mon accent, mon game là-dessus. Puis tu sais, le monde, souvent, il y a des vieilles techniques que les gars vont essayer de split le double team, tourner la hanche. Moi, j'aime pas ça. Genre, oui, ceux qui veulent en savoir plus, on se fera un coaching clinique, là. Mais c'est parce que c'est tellement simple, mais tellement tough à exécuter. Puis, tu sais, mettons, tu sais, moi, Félix, t'es DB, là. Moi, DB, le football, c'est tellement de sports différents en un sport que je connais pas tant ça, le DB, OK, là. Mais j'imagine que si t'as assez de speed, si le gars, il a un pas d'avance sur toi, t'es capable de closer le gap. OK? I guess. OK? Mais nose ou D-line, juste en dedans, là, imagine même pas de double team. Tout se passe en un pas. Si tu perds ton avantage d'un pas, tu perds ton leverage, ta rep est finie. Fait que imagine ça, mais t'as 2 gars contre toi. Fait que sur un double team, la majorité des gars, moindrement que t'as pas un vrai nose, puis encore là, tu sais pas tout le temps où le double team s'en va. Là. Des fois, le nose il est free, puis le double team il s'en va sur le DT qui est comme 200, 215. Là, tu sais. Ben, moindrement que tu le prends pas parfaitement, c'est impossible, tu recules pas. Là. Tu le prends parfaitement, tu vas être capable de le splitter, tu vas être capable de stack la ligne, tu vas être capable d'avoir un certain knockback. Mais la clé, c'est de pas viser 2 gars, t'en vises un. Puis moi, je suis un peu pas orthodoxe là-dessus. Souvent, tu vises le gars qui est devant toi, mais ça peut arriver que le gars qui est devant toi, c'est une petite pâte molle, mais pas pro, par exemple. Fait que là, pro, t'as pas choisi le gars qui est devant toi, mais tu sais, je te donne un exemple. La Coupe Vanier universitaire en 2018, là, tu sais, souvent, j'étais line-up contre le centre, mais le centre, je l'ai défoncé, là, humblement, là, je veux dire, c'est objectif. Là. Je l'ai défoncé. je te garantis, quand j'étais line-up sur le centre, je take off vers le centre. Mais le garde qui, lui, il est encore avec les Alouettes, un gars Brown qui s'appelle, ben, lui, je mettais mes mains sur lui, par exemple, parce que je mettais pas mes mains sur lui, mais en tout cas, rendu là, c'est un peu un art, là, puis j'essaie de le coacher au gars, là. C'est pas facile, mais c'est sûr qu'à base, là, le bench devient important. Le bench, mais surtout le leverage, le take-off. Fait que le leverage, le take-off, la capacité d'aller créer une séparation, c'est important. Puis c'est là qu'on dit que si tu es late sur le take-off, puis les 2 gars te pognent sur ta surface d'épaulette, t'es fini. Mais si t'es quick sur le take-off, t'es capable d'en empoigner un des 2 avant que tu te fasses ramasser par le double team, ben là, t'as une chance de gagner. Puis tu sais, dans mon livre à moi, un double team où tu bouges pas, t'as gagné. Et où que c'est un stalemate, t'as gagné le double team, là. Mm-hmm. Puis ce que les gens comprennent pas, c'est que, puis c'est peut-être parce que, peut-être qu'au niveau inférieur à collégial, les O-line sont pas assez intelligents pour décrocher. Mais quand tu prends un double team, là, il va décrocher, man. Fait que c'est comme, la tempête est là, puis tu sais comment le ciel va se clear, shed, puis va au jeu. Il faut que tu sois capable de reconnaître selon les formations, selon le running back, selon ce que les coachs t'ont donné comme prep, puis lequel qui va décrocher. Combien de jeux, je suis sur IG un paquet de coachs là, défensifs qui posent souvent des highlight plays et des techniques de défensives là, majoritairement pour moi. Puis combien de jeux de D-line intérieur ou de DN qui se font prendre par un double team,
Puis là, ils tiennent, à un moment donné, le O-line, ils décrochent, puis là, boum, Exact. ils shedent leur gars, puis ils vont faire le jeu dans le backfield. Ben oui. Puis ça se coach, man. Puis c'est ça que j'essaie de faire avec les gars. Puis c'est tellement impressionnant, un jeu de même. Mais tu sais, tantôt, je disais, les D-line qui pratiquent juste à faire leur move. Puis après ça, quand ils ont fait leur move, ils ont gagné le edge, ils die down, puis ils meurent, puis ils travaillent plus, puis ils n'ont pas le burst de sortir de là. Le double team, c'est ça, là. Le double team, une fois que ton gars décroche, il faut que tu aies le burst de shed, faire un move, puis y aller, là. Faut que ça devienne instinctif. Autant, quand tu sens plus la pression, tu sens le gars décrocher, boum, faut que tu ailles au jeu. Faut que tu ailles couvrir ce qui est maintenant, faut que tu ailles couvrir le terrain qui était couvert par l'O-line, mettons. Tu veux courir à la balle. Mais c'est ce qui est tough. T'sais. Juste être capable de prendre un double team avant que le gars décroche, c'est un art, puis c'est très difficile, puis ça prend, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire, parce qu'à un moment donné, tu ne demanderas pas ça à un gars de 180 livres non plus. Mais être capable de reconnaître d'où vient la pression, de qui décroche, de shed tout de suite au bon moment, puis d'aller faire le jeu, ça, c'est... T'es capable de bien faire ça, t'as un avenir dans le football pro. Là. Ce que je trouve tough des D-line, là, c'est que contrairement au backer puis contrairement au DB, ils vont attaquer avant de réagir. Ils vont attack and react. Ouais. Puis un backer, à moins qu'il blitz, il va être en réaction avant d'attaquer. Il va être en react and attack. Un DB, il va être en réaction avant. Mais tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais au cégep, tu sais, on pratiquait à lire les pieds des O-line, puis comme où est-ce qu'ils steppaient, puis tout. Puis à un moment donné, ça devient juste instinctif. Ça devient instinctif que tu step up field, tu mets tes mains sur ta clé, puis ta clé, est-tu disparue? Le flow de la ligne, tu sais, le flow s'en va où? Okay, ta clé disparaît, le flow s'en va là. Okay, le gap se close, tu sais. Ça devient un instinct. Ça devient, une fois que tu l'as assez pratiqué puis assez répé, t'es réactif, tu y penses même pas. C'est comme cligner des yeux, genre. Okay? Mais c'est sûr qu'au début, tu pratiques, tu fais des drills de pied avec les O-line. Puis moi, là, je fais des drills, comment je dirais ça? Quand je fais des drills avec les D-line, là, ça arrive souvent, on fait des drills de réaction. Okay? Fait que je vais donner, ça va être des drills de double team, mais des fois, ça va être du zone, des fois, ça va être un double team, des fois, même, tu vas être en one-on-one sur une passe, puis on réagit à ça, puis les D-line ne savent pas c'est quoi qui s'en vient. Tu vois que des fois, ils anticipent, puis ils step dans le vide, puis ils plantent quasiment, ou sont pas prêts, ils se font pogner haut, mais tout ça, si tu as le bon take-off, ça l'annule tout. Fait que si tu gardes ton meilleur take-off possible, là, tu te places dans la meilleure position pour avoir une bonne réaction. Fait que si tu as ton meilleur take-off possible puis que c'est un zone, okay, peu importe le côté, tu te serais fait reacher si tu n'avais pas eu un bon take-off parce que tu es prêt, tu es là puis tu t'essayes de lire. En ayant le bon take-off possible, surtout si tu n'as pas la verge, mettons tu joues au cégep ou tu joues au secondaire, ben, tu viens de te placer dans le chemin de ton line. Là. Genre, il ne peut plus te reach. Tu comprends? Si tu as le bon take-off puis essayer de te double team, ben, tu as défoncé ton gars, ta clé, tu l'as défoncé, tu as créé une séparation, parce que c'est ça qui est important dans un double team. Tu veux pas que les deux O-line viennent fermer puis qu'on ne voit plus de la lueur de jour entre eux autres. Tu veux créer une séparation entre les deux, verticale. Si tu as un bon take-off, tu règles ça. Tu sais, la réaction. C'est un bon take-off puis c'est une passe finalement, man. T'es en crise de bonne position. Fait que finalement, la game réactive, elle devient instinctive, puis ce qui règle ça, c'est le take-off. Si t'as pas un bon take-off, tu vas toujours jouer une... One step behind. One step behind, merci. Fait que t'as pas le choix de travailler le take-off. Moi, je me rappelle quand j'ai pris les gars, quand je suis arrivé cette année, j'ai pris les gars les premières semaines, j'étais comme, bon, ben les gars, cette semaine... tu sais, là, le coach externe me présente comme un gars qui vient de jouer pro, jouer à Laval, puis tout, puis les gars sont dû dire, OK, on va apprendre des affaires. Non, on take off, là, cette semaine. Non, on fait rien d'autre. Ils vont nous montrer des techniques de fou, ils vont nous montrer des secrets. Prendre, man, le secret des dieux. Non, guys, take off. Take off. Ça sert à rien si t'as pas ça. Ça sert à rien d'apprendre 1001 affaires, là. Je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, puis je regardais NFL Network, là, je voyais les D-line qui faisaient de la MMA, des affaires de main, là. Ça crisse, là. T'as pas de take-off, on s'en fout bien raide, là. Take-off puis leverage. Faut pas que tu lèves, faut que tu restes bas. Take-off. Good stuff, man. Good stuff. Mais on va faire une clinique. On va faire un t-shirt, on va faire une clinique. Ouais. Un t-shirt. Ouais.
Hey man, la position de DT, man, ça te change une defense. T'as un bon DT, t'as un bon nose dans le centre. Là. Ça anchor defense, c'est vrai. Pour en parler avec Tommy, souvent, là, qui est là aussi à Limoilou, là, c'est tough, man, quand on pogne une équipe qui ont un bon gars au centre. Man, c'est vraiment tough. Là. Ouais, ça coupe tellement ce que tu peux faire comme coordonnateur offensif, ça coupe ton playbook. Il y a des affaires que tu peux pas vendre, que tu aurais pu vendre comme aussi, puis finalement tu peux plus. Quand je dis vendre, c'est pour diversifier ton jeu, pour être imprévisible, mais là tu peux pas faire ça, fait que ça te limite à certains aspects du play calling. Puis il reste que un jeu de foot, offensivement, ça commence avec un snap, presque majoritairement en shotgun à cette heure. Tu as un nose qui mène la vie dure à ton centre. Je te garantis qu'il va y avoir au moins un bad snap dans le game qui est causé parce que lui va être sous stress. Il va essayer de snapper plus vite parce qu'il ne sera pas capable de prendre le heat du nose. Un nose qui est capable de bien mettre une pression, là, Big, ça vaut de l'argent. Là. Ça vaut de l'argent. Là. Quand tu as un QB là, puis que t'as ton line de 6-4 dans ta face, là, à toi écrire de jeu, là, c'est pas pour rien que la seule différence entre notre défaite contre Western et notre win contre Western, c'était Clément Leboeuf sur le depth chart. Ben là, t'en as un peu, là. Là, tu barres. Là, tu barres épais. C'est pas moi qui ai fait la différence. C'est pas moi qui ai fait la différence. Mais Glenn, il a déjà dit, quand Clément il est là, on gagne. Ouais, il a déjà dit ça, c'est vrai. Ça vient du Big Boss. Ça vient du Big Boss. Le Big Boss l'a dit. Mais c'est un. Non, mais écoute, c'était tellement un effort d'équipe, man. Puis comme je te dis, là, cette semaine-là, j'ai jamais vu des gars fucking. De toute ma vie, là. J'ai jamais vu des gars se préparer de même pour une semaine, puis flow à balle de même. Que, honnêtement, je pense que si j'avais pas été là, la game aurait juste été plus tight, mais on aurait gagné. T'sais. On s'en serait juste fait peut-être un petit peu plus courir dans le centre, mais les gars auraient fait les jeux qu'il aurait fallu qu'ils fassent, là, puis on aurait gagné pareil. Là. C'est juste que c'est ça. Puis tu sais, comme on parlait de mon conditioning, cette game-là, j'ai stoppé à la course, mais après ça, quand c'est de la passe, les gars, regardez pas cette tape-là pour la passe parce que j'ai l'air de n'importe quoi. Là. C'est clairement, là, je fais mon step, boom, j'ai un knockback sur mon line, ok, c'est une passe rip dégueulasse parce que je suis gassed out, parce que mon conditioning est à 0. Là, t'sais. Mais. Game plan, anyway, c'était le stop the run. Hey, moi, je fais ma job. Stop the run, on gagne la vanier, là, on peut aller célébrer. Yeah. Hey, on approche à 1h30. Marc, as-tu les dernières choses que tu voulais aborder? Moi, on a fait le tour de ce qu'on voulait aborder, je pense. It's always good. It's always good. Fait que, Tu me parles pas de nutrition? On veut pas savoir ce que tu manges peser 330 livres, Clement. On veut pas savoir ce que tu manges. On va garder ça pour Marco Dubois, parler de nutrition. Ben, Marco Dubois m'a beaucoup influencé pour ma nutrition. D'ailleurs, durant le podcast, il m'a appelé, là, mais non, je suis d'écœur avec la nutrition, là, mais mangez bien, les kids, mangez bien. On est sur le MVP Performance podcast, on n'est pas sur le MVP Nutrition podcast. Exactement. Alright, good stuff. Hey. Let's wrap it up. Merci, Clem. Alright, guys. Un gros merci. Je suis bien content que tu nous aies joint dans le coaching staff All-Star de Limoilou. Ben, ça fait plaisir. On a une belle année, man, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. D'autres belles années qui s'en viennent. Moi aussi, je pense. Peace. Take care, boys. Ben, merci les boys pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine avec votre prochain invité. Ça m'a fait plaisir de vous parler de mon expérience. À la prochaine.